Zdravейте, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'emploi en Bulgarie, qui est aussi un entretien avec Alexis. Bonjour Alexis. Salut Arthur, ravi d'être sur ta chaîne. Eh ben, merci beaucoup. Alexis qui est animateur et fondateur de The Conservative Enthusiast. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de l'emploi en Bulgarie avec Alexis, puisque Alexis est expatrié en Bulgarie. Il a une certaine expérience du marché de l'emploi en Bulgarie, avec des informations qui vont vous intéresser. Donc si vous voulez savoir comment trouver un emploi en Bulgarie, c'est quoi les salaires, à quoi ça ressemble finalement un travail en Bulgarie par rapport à ce qu'on peut avoir en France, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, et bien pour ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis si vous avez besoin d'aide par rapport à la Bulgarie pour trouver un emploi, créer une entreprise ou venir en Bulgarie, vous allez sur mon site arthurivan.com, vous allez sur le formulaire et vous m'envoyez un message. Alors Alexis, déjà, comment vas-tu? Très bien, il fait très chaud. C'est l'été au moment où on tourne la vidéo, il fait très chaud. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour le public, expliquer ton rapport avec le travail ici? Alors bien sûr, déjà ceux qui me connaissent de The Conservation Enthusiast, bon voilà, j'aurais pas besoin de refaire tout l'historique de la plateforme qui est en suivi. Un peu plus personnellement par rapport à l'emploi, moi en fait je suis un entrepreneur dans le DAC. Avant de lancer Conservateur Enthousiaste, j'ai lancé deux autres entreprises qui étaient dans deux secteurs différents. Ma deuxième entreprise, c'était une agence marketing qui créait des sites web et des logiciels. Et ma première entreprise, c'était une entreprise dans la RH. Je travaillais pendant 1 an et demi à 2 ans avec des agences de recrutement et j'étais en gros job coach, c'est-à-dire que j'aidais les gens à trouver un travail. Et je travaillais directement avec des agences de recrutement pour à la fois être un chasseur de test, mais aussi dans le sens inverse. Et du coup, j'ai eu énormément d'expérience dans le milieu de la RH, du recrutement et de tout ce qui tourne autour même de savoir se vendre, faire un CV et même comment faire un entretien d'embauche, etc. Donc j'ai eu énormément d'expérience dans ce domaine-là. J'ai en plus gardé un peu cette casquette-là au fur et à mesure des années parce que là où j'ai été un peu partout dans le monde, j'ai toujours réussi à jouer de ce skill-là pour, on va dire, arrondir les angles sur mes autres business. Ce qui m'a permis, par exemple, de recruter des gens très intéressants après pour The Conservation Enthusiast, etc. J'ai toujours ces réflexes de RH qui était ma première entreprise, en fait. Et, euh, et en plus, j'ai aussi la légitimité d'être un expatrié de mon DAC parce que j'ai 29 ans à l'heure où je parle et j'ai quitté la France quand j'en avais 22. Donc ça fait déjà 8 ans que j'ai quitté la France et j'ai travaillé un peu dans beaucoup de pays. Donc j'ai travaillé en Asie, j'étais basé principalement au Vietnam, mais je travaillais aussi à Hong Kong, j'étais aussi en Malaisie à Kuala Lumpur, je travaillais aussi beaucoup avec les Thaïlandais, je travaillais un petit peu aux Philippines, j'ai fait un peu beaucoup de business sur la tech, l'IT, etc. dans ces pays-là, vu que c'est très actif. Je travaille aussi un peu en France, je travaille en Belgique un petit peu, je travaille en Suisse, j'ai fait aussi des petites expériences en Pologne. Et depuis quasiment 2 ans maintenant, je travaille en Bulgarie dans une grande entreprise. Et du coup, j'ai, on va dire, cette perspective très globale de comment savoir se vendre à l'étranger dans les différents moules, que ce soit anglo-saxon, slave, etc., dans les différentes entreprises américaines ou non américaines. Et je sais plus ou moins comment trouver un emploi facilement, rapidement, qui matche nos propres skills, que ce soit les hard skills, les soft skills. Et voilà, je suis plus ou moins, on va dire, pas le meilleur dans le monde dans ce domaine-là, mais je suis plus ou moins la personne euh, qu'il faut plus ou moins contacter quand on passe par toi pour, on va dire, avoir un boost, même si je ne garantis pas que je peux forcément trouver le travail de vos rêves quand vous arrivez. On va dire que je peux vous donner déjà énormément de points d'avance quand vous arrivez pour trouver un job. D'accord, merci pour ta présentation. Et avant toute chose, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton travail en Bulgarie? Alors oui, bien sûr. Alors moi, je travaille pour une grande entreprise qui en fait fait du support, de la vente et quelques autres domaines aussi pour d'autres grandes entreprises. Donc ça peut être n'importe quelle entreprise, ça peut être Microsoft, Google, Ubisoft, peu importe. Et en gros, ces gros groupes-là, ils ont besoin d'employés qui font du service, que ça soit technique, par exemple réparer des bugs sur des applications, ça peut être faire du service client, ça peut être faire du service technique, ça peut être faire de la vente, avoir des commerciaux, etc. Donc il y a énormément de profils recherchés et la variété de postes est très large. Et moi, personnellement, mon travail, c'est tout simplement, je travaille sur une application, donc je ne peux pas dire le nom, mais je travaille sur une application. Et les gens qui ont des problèmes sur cette application, qui ne savent pas comment l'utiliser, qui a des bugs ou des problèmes, ou ils ne savent pas comment ça fonctionne, etc., ils m'appellent, et moi, en fait, je regarde c'est quoi le problème, et j'essaie de régler le problème. C'est ça mon travail. Ok, d'accord, je vois.
D'abord, on peut parler un peu de c'est quoi finalement le type d'emploi qu'on peut faire en Bulgarie, parce que c'est la question que se posent les gens qui veulent s'installer en fait en Bulgarie. Les gens, bah, souvent, ils sortent de leurs études ou ils ont un emploi en France. Est-ce qu'ils doivent faire une reconversion professionnelle? Est-ce qu'ils peuvent rester dans le même domaine d'études? Pour toi, quels sont finalement les secteurs d'activité? Qu'on se fasse une petite revue comme ça ensemble. La Bulgarie, mais même plus largement les pays des Balkans, parce que ça se développe à une vitesse folle, et même encore plus largement en fait les pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire Croatie, Hongrie, Pologne, Russie, etc. Contrairement à la France, pas que la France n'a rien fait, mais la France a fait beaucoup moins par rapport à d'autres secteurs. Ces pays-là ont énormément investi sur l'informatique, l'IT, les logiciels, etc. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre par rapport à la France, où la France, bah, c'est un pays où il y a quand même encore des industries, il y a un gros secteur tertiaire, il y a des entreprises du luxe, etc. Donc ça a un marché assez varié. Les pays slaves, ils sont beaucoup plus avancés sur la technologie. Ils ont des très bons ingénieurs, des très bons programmeurs, ils ont des très grands groupes technologiques. Et surtout, vu que par exemple la Bulgarie, mais c'est aussi le cas en général pour beaucoup de pays slaves, ils ont une très très bonne fiscalité. Comme la Bulgarie, c'est taxé uniquement à 10%. Ce qui fait que tous les grands groupes, comme par exemple Microsoft, Google, etc., qui ont besoin d'avoir des grands bureaux avec des centaines d'employés dedans, pour eux, ça n'a aucun intérêt de mettre ce bureau-là, par exemple en France, où ça va être ultra taxé, alors que le travail en lui-même, c'est juste sur un ordinateur. Ça n'a aucun intérêt de faire travailler des gens dans un endroit qui coûte 4 ou 5 ou 6 fois plus cher, alors qu'ils peuvent mettre ce même bureau en Bulgarie, par exemple, payer uniquement 10% de taxes, et ensuite tout le travail se fait sur ordinateur. Donc il n'y a pas besoin d'entre guillemets être à un endroit spécifique en France ou en Allemagne ou je ne sais pas où. Ce qui fait que ça devient un gros pôle d'attraction, les Balkans et la Bulgarie, pour toutes les entreprises du secteur technologique et tous les grands groupes technologiques qui viennent ici, parce qu'en fait ça coûte pas cher, mais l'avantage par rapport à, je sais pas, l'Inde ou la Chine, je sais pas où, c'est qu'ici, bah, la qualité du programmeur est la même qu'en France, voire même mieux. C'est qu'en fait, les Bulgares ou les Slaves, ils vont à l'école, à l'université, ils se forment, ils sont à un très très haut niveau en tant que codeurs, programmeurs, etc. Parfois même, bah, ces mêmes Slaves, ils sont recrutés en France ou ailleurs, c'est-à-dire que c'est vraiment les meilleurs du marché. Bah, par exemple, moi qui ai travaillé en Asie, quand on était en Asie, que je travaillais avec des Chinois à Hong Kong ou autres, bah, en fait, des fois, les meilleurs pour le poste, c'était des Croates, des Hongrois, des Serbes. En fait, c'est les meilleurs programmeurs du monde quasiment. À part si vraiment c'est des cas spécifiques où vous êtes à la Silicon Valley, etc. Mais en gros, les Slaves ont une très bonne réputation dans ce domaine-là. Ce qui fait que ici, ça a tout intérêt à en fait prendre des gens qui sont qualifiés parce que c'est les meilleurs, être ici parce que c'est la meilleure fiscalité et bah, tout le reste qui va avec, ce qui fait que vous êtes très bien placé, vous êtes un peu au milieu de l'Europe, vous pouvez aller partout ailleurs, près de l'Afrique, près de la Russie, près de l'Europe, etc., près de la Turquie aussi qui est un gros marché. En fait, vous êtes bien placé, vous avez la meilleure fiscalité, tous les grands groupes technologiques, vous avez tous les avantages en fait. Et en gros, pour quelqu'un qui est en France, qui ne sait pas trop où se situer, ou alors qui a déjà une casquette dans un domaine précis, ça peut être n'importe quel domaine. Moi, ce que je conseille, surtout que c'est l'avantage, c'est que le secteur technologique par rapport à d'autres secteurs, il est très facile d'accès. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait un bac plus 5 en histoire, si ensuite vous voulez vous réorienter et aller en médecine, il faut refaire 8 ans de médecine. Donc c'est pas facile d'accès, par exemple, la médecine. C'est une lourde réorientation. Par contre, se réorienter en tant que programmeur, c'est rapide. Vous faites un bootcamp de 3 mois ou 6 mois, ou vous faites une formation d'un an, vous apprenez à coder, hop, vous pouvez changer d'un seul coup de direction et aller dans un autre domaine. Et ça, c'est totalement faisable. Et l'industrie technologique offre cette opportunité-là, et j'en vois beaucoup des profils comme ça d'ailleurs, de gens qui n'étaient pas du tout de ce profil-là à la base, qui pensent en plus d'ailleurs qu'ils sont des fausses croyances parfois, qui se disent ah il faut être fort en mathématiques ou des choses comme ça, alors que non. Et en fait, peuvent se réorienter vers la technologie très rapidement. Et l'avantage, c'est que, et ça c'est vrai en France et ailleurs, c'est que l'un des plus gros business aujourd'hui, l'industrie de l'IT, c'est une industrie qui ne connaît pas la crise, qui ne connaît pas les sanctions ou quoi que ce soit, ou les confinements ou quoi que ce soit, parce que c'est un job que vous faites de chez vous, dans n'importe quelle condition, et qui fait que exploser, et qui augmente, augmente, augmente. Et plus on avance dans le progrès, plus on a des applications pour tout faire, plus il faut des gens pour maintenir ces applications, pour les faire tourner, pour les faire mise à jour, etc. Ce qui fait que ce que je conseille dans des mots très simples, pour quelqu'un qui veut venir travailler dans les pays slaves et en Bulgarie, c'est se concentrer sur les métiers de la technologie, en gros. Ouais, effectivement, le secteur principal, c'est l'IT, tout ce qui est technologie, comme tu as pu l'indiquer. Il y en a d'autres aussi également ici. Par exemple, le secteur de la compliance, Ouais, compliance financière. Je connais ouais, un Suisse ici qui fait ça. Il y en a beaucoup, hein. En fait,
comme il y a un droit international et en particulier européen au niveau des banques, chaque banque doit obligatoirement avoir des employés qui sont étrangers Ouais. et qui vont s'occuper de faire la compliance juridique. Et c'est également le cas pour aussi des grandes entreprises. Donc tout le secteur de la compliance recrute en anglais, en C'est fait, ça. pas des gens qui parlent bulgare. Donc ça aussi, c'est un secteur qui s'adresse à des profils qualifiés. Alors là, il faut avoir des masters en compliance, droit finance, etc. Donc c'est assez élevé. Mais voilà, donc sachez que vous avez des emplois, bien sûr, dans ces pays tiers. Également, tout ce qui est en fait la banque en plus général. La Bulgarie est un paradis fiscal, c'est-à-dire que si demain, je sais pas, n'importe quelle banque, si demain la caisse d'épargne décide que bon voilà, en 2024, on va mettre une banque caisse d'épargne en France, leur premier réflexe, c'est qu'ils vont pas prendre des Bulgares, ils vont prendre que des gens qui sont C'est de ça. chez eux. Donc en fait, vous allez avoir automatiquement besoin à chaque fois de gens qui sont l'entreprise d'origine. Et ça, c'est vrai à chaque fois pour tous les instituts qui viennent. Et vu que la Bulgarie, c'est pas un pays qui crée plein d'entreprises, on va dire, de leur origine à eux, vous n'avez pas, par exemple, je sais pas, je prends un truc au hasard, Decathlon. Bah, Decathlon, c'est français, il n'y a pas de Decathlon bulgare. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un grand groupe qui va se lancer, qui va se répandre un peu dans tous les pays de plus en plus, dès qu'il va arriver dans un pays comme la Bulgarie, à chaque fois, il va prendre des gens du pays d'origine pour les mettre. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont mutés. Parce qu'en fait, par exemple, en Asie, on a beaucoup de gens comme ça, où en fait, le groupe Intel, eh ben, il envoie tel manager en mission pendant 2 ans pour former des nouveaux managers locaux. Ensuite, il repart. Ensuite, c'est les managers locaux qui reprennent la main. Mais c'est des bonnes expériences parce que ça vous donne très bonne ligne sur votre CV. Vous avez fait 2 ans à l'étranger, vous avez formé des gens, on vous a donné plus de responsabilités parce que tout était sur vos épaules et vous avez lancé entre guillemets un nouveau local, une nouvelle boutique, un nouveau bureau, etc. Donc c'est souvent une très très bonne ligne à mettre sur le CV. Et ensuite, ça vous permet de rebondir sur encore autre chose et de rester, mais de changer, etc. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, ouais, donc tous ces secteurs-là, donc de grandes entreprises, donc d'expatriés au sens propre du terme, compliance juridique, compliance bancaire, la banque tout court, c'est-à-dire être employé directement par la banque, parce qu'en fait, je fais la distinction entre les deux parce que ceux qui travaillent en compliance bancaire sont pas directement embauchés par la banque en fait. Ouais. C'est des sortes de mercenaires de la Ouais, banque, des on va dire. consultants ou des choses comme ça, des gens qui sont C'est ça. indépendants. Et voilà, c'est deux choses distinctes. Mais il y a aussi des employés de banque qui recrutent ici, juste en parlant français et anglais. Donc, à savoir si vous êtes dans le secteur bancaire. Donc, tous ceux qui ont fait droit gestion, master, tous ceux qui ont fait droit européen, banque, voilà, tout ce type de métier. Et puis aussi, il y a le secteur du service client, tout bêtement. Ouais. Ça aussi qui recrute. Il y a des qui call recrute pas mal. centers, des choses comme ça, c'est aussi très répandu parce que pour les mêmes raisons que les groupes technologiques, c'est ça se ressemble énormément. C'est des entreprises qui disent bah, pourquoi avoir un bureau de 200 personnes qui appellent toute la journée en France alors qu'on pourrait en avoir en Bulgarie, on va économiser des millions parce qu'on va payer 50% de C'est taxes en ça. moins. Et du coup, bah, ça couvre le source de. C'est plus avantageux pour eux de prendre un Français, de le faire venir ici, même si on paye le même salaire qu'en France, mais sauf qu'on ne va pas payer le double en taxes. C'est ça la grande différence. Ce qui fait qu'une entreprise qui vous recrute pour, je sais pas, dans un call center en France qui va vous payer 2 000 euros net, l'entreprise elle paye 4 000 euros parce qu'elle paye 2 fois votre salaire Ouais, à l'État. Et en fait, la grosse différence, c'est que si elle vous paye 2 000 euros net ici, en réalité, elle paye 2 000 euros plus 10%, c'est tout. Elle paye pas grand chose. Ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises qui scalent sur des centaines d'employés. Imaginez 2 000 euros fois 100 par mois. C'est des centaines de milliers d'euros chaque bien année sûr. qu'ils arrivent à économiser. Donc c'est un grand avantage de faire ça en fait pour les entreprises. Ouais, effectivement, il y a un gros phénomène de relocalisation vers l'Europe de l'Est de tout ce qui est tertiaire, tout ce qui est service. Il y a la délocalisation de tout ce qui est industrie vers l'Asie, vers C'est ça. l'Orient, et puis les services vers l'Europe de l'Est. Donc c'est quelque chose Et qui est ensuite, mondial. il y a aussi un truc qui n'est pas forcément instinctif, mais vu que la Bulgarie c'est un paradis fiscal, en fait c'est tout simple. C'est si vous-même vous avez déjà votre propre travail, entre guillemets, que ce soit un contrat avec une entreprise ou que vous êtes freelance, et que vous soyez designer ou peu importe ce que vous savez faire, mais que si c'est un job qui consiste à juste être sur l'ordinateur et que vous pouvez travailler toute la planète entière, c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène des digital nomades, tout simplement. Bah, ça fait tout son sens ensuite d'arriver dans un pays comme la Bulgarie. Parce qu'en fait, si vous êtes freelance, que vous avez, je sais pas, un contrat avec une entreprise qui est, j'en sais rien, moi, en Belgique, et qui vous paye un salaire belge, et qu'ensuite vous pouvez aller n'importe où dans le monde et ils s'en fichent, bah, dans ce cas-là, venez dans des pays qui coûtent pas cher. Parce qu'en fait, vous allez payer très peu de taxes, vous allez avoir un coût de la vie qui est très bas, mais vous aurez une qualité de vie qui est beaucoup plus haute que si vous auriez eu le même salaire en Belgique. Ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui gagne en freelance 2 000 euros par mois
d'habiter en Bulgarie que d'habiter en Belgique. En Belgique, avec 2 000 € par mois, vous allez manger des pâtes tous les jours. En Bulgarie, vous allez manger au restaurant tous les jours. Donc c'est pas la même chose. C'est clair. Donc voilà pour ce qui est des secteurs. Et une chose à ajouter, c'est que on a un panel de qualifications qui est extrêmement varié. C'est-à-dire que ça va du service client qui est au niveau bac en fait. C'est-à-dire C'est que ça. quelqu'un qui a fait zéro étude peut faire ça à condition d'avoir un anglais niveau moyen, genre B1, B2, jusqu'au carrément ceux qui travaillent en compliance financière, les juristes d'entreprise qui sont des gens très qualifiés. Donc on a vraiment tous les panels de métiers. Et puis comme tu disais, l'IT, mais l'IT qui est quelque chose dans lequel on peut se reconvertir en fait de manière Ça. réaliste Il dans y ce a, bootcamp par exemple. Après, il y a un phénomène à prendre en compte qui n'est pas propre à la Bulgarie, mais qui est propre à tout ce qui est hors France, on va dire. Parce que moi, j'en ai fait l'expérience, j'ai travaillé avec beaucoup de Français qui s'étaient justement expatriés hors de France, un peu partout. Et surtout quand on travaille après dans les entreprises américaines, des choses comme ça, il y a un truc qui saute aux yeux tout de suite. Tous les expatriés qui sont quittés la France pourront vous le dire, hein. C'est qu'en fait, la France, c'est un peu le vilain petit canard par rapport au marché de l'emploi, par rapport à tous les autres pays. Parce qu'en fait, le modèle français que trait de casse, où on vous demande 45 000 stages pour ne serait-ce qu'avoir un poste d'entrée, et ensuite on vous dit mon coco, tu ne vas jamais monter parce qu'en fait, il y a Gilbert et machin qui bloquent les positions et qui font machin. Et le marché de l'emploi, on le sait très bien, il est complètement cassé. C'est pour ça qu'il y a des 30% de chômage, etc. Parce que c'est un système qui ne fonctionne plus. Par contre, dès que vous quittez de la France, vous allez un peu vous prendre une claque parce qu'on ne pense pas du tout de la même manière qu'en France ailleurs, ce qui est évident. Ce qui fait que si vous êtes dans un autre pays, comme je sais pas, un pays au hasard, hein, vous pouvez prendre la Pologne par exemple, la Pologne, leur référentiel du marché, de l'emploi, c'est pas la France. Ils s'en fichent de la France. Tout le monde s'en fiche de la France. Le modèle par excellence, c'est le modèle anglo-saxon. Ce qui fait que si vous allez en Pologne, les entreprises pensent à l'anglo-saxonne. Et l'anglo-saxonne, c'est quoi? C'est on vous juge uniquement sur la compétence. C'est-à-dire que vous pouvez être blindé de diplômes, vous pouvez avoir 45 000 diplômes. Si vous êtes nul dans vos résultats, on préfère apprendre quelqu'un qui a eu un CAP coiffure, mais qui est plus fort que vous, qui a des meilleurs résultats que vous et qui ramène plus d'argent. Et ça, c'est la beauté, entre guillemets, du système anglo-saxon. C'est que ça donne la chance à des gens qui n'auront pas la même chance en France. C'est-à-dire que si vous vouliez monter et avoir l'opportunité d'avoir un bon travail en France, vous n'allez pas l'avoir, même si vous êtes le plus compétent. On vous dira oui, mais non, mais en fait, il y a Gilbert et autres qui prennent votre place avant vous parce qu'en fait, ils ont le cousin qui leur a recommandé de machin. Bref, on connaît comment fonctionne le système français. Le système à l'américaine, vous arrivez dans un pays comme la Pologne, la Bulgarie ou je sais pas quoi, la Russie, peu importe, c'est un marché de l'emploi très fluide, c'est-à-dire que c'est pas comme en France où c'est bloqué, où une fois que vous avez un CDI, vous êtes indéboulonnable. Non, dans des pays où le marché de l'emploi est plus fluide, vous allez trouver un emploi très facilement, vous allez aussi pouvoir le perdre très facilement si vous faites de la merde, entre guillemets. Donc en fait, ce qu'il faut penser, c'est vraiment, à l'extérieur de la France, c'est beaucoup plus facile d'avoir un emploi, c'est beaucoup plus simple on va dire, passer la porte d'entrée. Mais c'est plus dur de rester à l'intérieur. Une fois qu'on a un contrat, c'est pas parce qu'on a un contrat qu'on est indéboulonnable. On va devoir beaucoup travailler et montrer ses résultats. Par contre, ce qui est bien, c'est que si vous travaillez bien, que vous êtes compétent, que vous avez un peu la niaque, on va vous faire monter très très vite. C'est pour ça que moi, par exemple, dans l'entreprise où je suis, ou partout ailleurs, quand je parle avec des collègues, etc., parfois on voit des managers qui sont très jeunes. Ils ont 24 ans, 26 ans, 28 ans, ils sont déjà à des postes de senior, manager senior, etc. Alors qu'en France, ce genre de profil, c'est que des gens qui ont minimum 35, 40 ans ou plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, si vous êtes plus compétent que la personne d'à côté qui a 10 ans plus que vous, on s'en fout. On vous allez monter plus vite. C'est ça qui est un peu magique. J'avais vu ça aussi en Asie. C'est vraiment, on vous donne votre chance. On dit voilà, montre ce que tu sais faire. Si tu sais bien travailler, tu vas monter. Et ça, c'est un truc à prendre en compte aussi, c'est que c'est un accélérateur de carrière quand vous vous expatriez. Vous allez en Bulgarie ou ailleurs, vous allez monter ce que vous auriez pu faire en 15 ans en France, vous allez le faire en 3 ans ici. En fait, après, si vous allez encore ailleurs, vous allez avoir vraiment beaucoup d'expérience accumulée très vite. Ouais, c'est vrai, l'expatriation, ça agit vraiment comme un accélérateur de vie de ce point de vue-là. Et alors, on va aller à la question intéressante, celle des salaires Ah oui, oui. que se pose, et on va voir un peu par secteur. Le support client, par exemple, au niveau des salaires. Alors, le support client, ça dépend si vous êtes dans une entreprise moyenne ou une grande entreprise. Ça dépend aussi du cas. Il y a aussi beaucoup d'avantages autres que le salaire qui sont aussi à prendre en compte, etc. Mais en général, pour le support client, les salaires, ça va de 1 000 € à vraiment les meilleurs postes. Ça peut grimper jusqu'à 2 500 € si c'est vraiment les meilleurs postes du pays. En général, la moyenne, ça tourne autour de 1 500 € à peu près, hein. Un poste support client dans des boîtes, on va dire, classiques, ça tourne autour de 1 300, 1 400, 1 500 € net. Et ensuite, bien sûr, le réflexe du français, c'est il transpose ce 1 500 € net en France, sauf que c'est pas la même chose.
1 500 € net, après il faut calculer en pouvoir d'achat, c'est la parité de pouvoir d'achat. 1 500 € net en France, c'est pas la même chose que 1 500 € net en Suisse, c'est pas la même chose que 1 500 € net en Chine, et c'est pas la même chose que 1 500 € net en Bulgarie. Et en général, en Bulgarie, ce qu'on explique, c'est qu'il faut à peu près, ça dépend si vous êtes en centre-ville de la capitale ou si vous êtes un peu ailleurs, etc. Mais en général, il faut à peu près compter le double en termes de pouvoir d'achat, à peu près. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Ce qui fait que, par exemple, je prends un exemple vraiment pour arrondir, quelqu'un qui gagne 2 000 € net en Bulgarie, en fait, il peut doubler son pouvoir d'achat, c'est comme s'il gagnait 4 000 € net en France. Voilà, c'est simple. Ce qui fait que, avec vos 2 000 € net en Bulgarie, par exemple, vous allez vraiment pouvoir vivre comme un roi, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez avoir un gros appart, vous n'allez pas vivre comme dans une cage à poules comme en France, quoi. Vous allez avoir un gros appart, vous allez pouvoir aller au resto très souvent, vous allez pouvoir vraiment vivre bien, parce que en fait, les prix sont diminués par deux. Donc, ce qui aurait coûté 6 € en France, ça va coûter 3 € ici. Ce qui aurait coûté 100 € en France, ça va coûter 50 € ici. Ce qui fait que tout est divisé par deux. Donc, à la fois, soit vous pouvez vivre mieux si vous voulez dépenser tout votre argent, vous allez vivre mieux. Soit si vous vous dites non, au contraire, j'économise de l'argent, dans ce cas-là, vous pouvez économiser beaucoup d'argent parce que vous êtes très peu taxé et vous avez beaucoup d'argent de côté. Donc, le support client, c'est entre 1000 et 2500 grand max si vraiment vous êtes dans un très bon poste avec des primes, etc. D'accord. Et pour ce qui est des autres secteurs, donc l'IT par exemple, ou bien le secteur de la compliance bancaire et autres, alors là c'est très variable. Alors l'IT, c'est un secteur que je connais bien. Je travaille encore de temps en temps avec quelques développeurs. J'ai de très bons contacts, quelques-uns qui sont en Bulgarie d'ailleurs, et en Serbie aussi. Euh, donc l'IT, ça fait un petit peu un bond par rapport au service client. Vous êtes dans on va dire, la case au-dessus. L'IT, ça commence en général, les salaires d'entrée, ça commence vers les 2300 dans ces eaux-là, 2300 à peu près. Et après, vous voulez, même pour un junior, hein, c'est-à-dire que c'est pas des salaires seniors, même pour un junior, c'est pas une question d'ancienneté, c'est juste une question de compétence. Vous pouvez grimper jusqu'à 5, 6, 7, 8 000 € par mois. Alors après, ça fait rêver, mais après, il faut savoir que c'est des postes très qualifiés. C'est-à-dire que vous avez appris un langage de code, par exemple, vous savez coder en, je sais pas, en Python, c'est très demandé, et après, ça marche au contrat. C'est-à-dire que si une entreprise qui est prête à payer 7 000 € par mois pour avoir un site qui est fait sur 6 mois en Python, ben voilà, c'est 7 000 € par mois. Après, l'IT, c'est pas comme si vous travaillez dans une grande entreprise qui vous fait un CDI ad vitam aeternam, c'est plutôt des programmeurs qui sont sur des contrats de 6 mois, 1 an. Parce qu'en fait, en général, ce qu'on vous demande, c'est de construire un site web ou construire un logiciel. Une fois que le logiciel est fini, on n'a plus besoin de vous. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse demande. On a tout le temps des jobs à vous proposer là-dedans. Donc les salaires, on va dire, ça commence à 2300. Vraiment, si vous êtes tout neuf, tout neuf sorti de l'œuf, on va dire. Et après, plus vous allez avoir de la compétence en programming, plus vous êtes vraiment fort, plus vous allez monter au-delà de 5000. D'accord. Et puis ensuite, pour tout ce qui est secteur de la banque, juriste d'entreprise, bon voilà c'est très très variable. C'est très variable, mais c'est les secteurs qui sont sur le financier, la finance en général et la banque, c'est calqué sur les salaires d'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que vous avez les mêmes salaires que si vous étiez en France. Donc si par exemple vous êtes conseiller fiscal, en général c'est 3500, quelque chose comme ça, ou peut-être 4000, vous allez avoir le même salaire ici en fait, parce que le contrat il va être payé par l'entreprise source. C'est-à-dire que si vous êtes en Bulgarie, vous avez un contrat français, vous êtes payé avec un salaire français. Donc en général, il n'y a pas trop de différence par rapport au pays d'où vous venez. Parfois ça peut être un peu moins, mais par exemple, si par exemple, admettons, vous perdez 20% de salaire parce que vous êtes ici, parce que l'entreprise elle sait qu'elle va faire des économies, ouais, sauf que le pouvoir d'achat est doublé. Du coup, même si vous avez perdu 20% en théorie, en fait, vous avez gagné 100% en termes de pouvoir d'achat. Maintenant, il y a autre chose aussi qui compte dans un travail, c'est l'intensité du travail et l'ambiance d'entreprise. Comment sont les Bulgares en entreprise, en tant que collègue, en tant que manager, comment ça se passe? Alors ça, bah, je pense que tu connais bien aussi. Ouais, bah, Les j'ai Bulgares, travaillé. c'est une très bonne surprise quand on arrive. C'est que, et ça je connais ça parce que j'ai fait d'autres pays qui sont pas comme la Bulgarie, c'est que je parlais du système anglo-saxon tout à l'heure, c'est qu'en général quand vous arrivez dans le système anglo-saxon, on travaille plus. La semaine de 35 heures, ça fait sourire les gens parce que pour eux c'est un temps partiel. La norme, entre guillemets, si vous êtes en Amérique ou en Asie, la norme c'est d'avoir deux jobs. Ou alors si vous avez un job, vous travaillez 60 à 80 heures dans ce job. Mais sinon, si vous avez deux jobs à 40 heures, vous en avez deux. Vous travaillez 80 heures par semaine. Moi, quand je t'en ai dit, je travaillais à peu près 60 à 80 heures par semaine et c'était normal. Les gens ne me donnaient pas de médaille, ils disaient c'était comme tout le monde. Donc la norme, quand on sort de France, on se prend un peu une claque parce que les Français sont un peu l'exception à la règle, ils ont vraiment des droits du travail plus qu'excellents. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se battre pour les conserver. Mais les Français ont réussi à gagner ce droit-là, mais c'est pas du tout acquis pour l'autre pays, hein. Vous allez dans d'autres pays, par exemple en Amérique, on va vous regarder en mode si tu fais 40 heures, c'est un tout petit temps plein, il faut que tu fasses plus, il faut que tu aies des heures supplémentaires, etc.
Et la Bulgarie, ça qui est très intéressant avec la Bulgarie, qui est d'ailleurs même différent de d'autres pays comme par exemple la Russie ou d'autres pays comme ça qui n'ont pas encore la même mentalité, mais la Bulgarie c'est très spécifique, c'est qu'ils ont un peu ce côté par exemple à la grecque ou à l'italienne où ils ont vraiment la Dolce Vita et ils se foulent pas quoi. Ce qui fait que il n'y a pas un énorme changement au niveau du temps de travail et au niveau des collègues etc. C'est très relax. Ce qui fait que ce qui est bien en Bulgarie, j'ai rarement vu ça ailleurs d'ailleurs, mais vous avez tout l'avantage du système à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que vous montez plus vite, vous avez plus quelque chose basé sur la compétence, etc. Mais par contre, c'est oula, tranquille. Tranquille, on finit à 18h, à 10h30, tu peux commencer à prendre un café et aller partir. Tu vois. Donc là, ce qui est bien, c'est que en Bulgarie, c'est vraiment ambiance tranquille. Si t'as pas fini ton travail, t'inquiète pas, tu le feras demain. Les collègues sont très tranquilles et vraiment, c'est une ambiance où les Bulgares tiennent beaucoup à leur temps libre, à prendre leur temps, et on voit ça souvent, même c'est pour ça que parfois il y a des critiques sur la qualité de service. Les Français qui sont très pressés, qui veulent tout de suite, en général ils arrivent en Bulgarie, ils disent voilà, on a le temps, voilà, on a le temps, on fera les choses comme il faut, mais on prendra le temps. Et ça, c'est un truc aussi qui est bien en Bulgarie, c'est que si vous êtes dans une optique de être relax, de ne pas avoir un patron qui vous met la pression, etc., ici c'est vraiment cool et c'est vraiment un gros avantage. D'accord. C'est vrai que oui, j'ai connu ça aussi, puisque j'ai été salarié en Bulgarie quand même pendant un temps. C'est vrai que cette relaxation, mais qui est dans toutes les vies en fait, ils sont comme ça tout le temps, y compris au travail, c'est très agréable. C'est peut-être le point le plus agréable ici. Et pour rappel, voilà, quand on est salarié ici, on a la sécurité sociale bulgare. Donc, vous êtes couvert au niveau santé, les entreprises ont également des assurances qui sont incluses. En Bulgarie, il y a 10% d'impôt sur le revenu. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez Ouais, bas. Et ajouté à ça, avec les cotisations ou autres, on a à peu près quelque chose comme 20-25% d'écart entre le brut et le net, quelque chose comme c'est ça. ça. Alors en France, presque le double, quoi. Il y a presque Le genre. triple même. Enfin, Le c'est triple. énorme, quoi. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très réduit. Maintenant, Alexis, par rapport à un Français qui vit pas encore à l'étranger, qui aimerait s'installer en Bulgarie, il veut peut-être s'installer en couple, Ouais. quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là qui aimerait s'installer en Bulgarie via l'emploi? Alors, si vous voulez partir de France ou de Belgique ou de Suisse ou de je ne sais où, et que vous voulez avoir une première expérience à l'étranger, moi par exemple, je sais de quoi je parle, vu que j'ai quitté la France à 22 ans, j'ai pris ma valise, je suis allé directement en Asie. Donc je me suis pris la grosse claque dans la tête et j'étais dans un monde complètement différent. Avec le recul, je me rends compte que il faut faire ça plus graduellement. Pas partir de 0 à 100 d'un coup. C'est mieux d'aller dans des pays qui sont à la fois différents, mais à la fois quand même assez proches de ce qu'on se connaît, de ce qu'on connaît quand même. C'est pour ça que par exemple, ce que je recommande en général quand on veut partir, c'est de partir suffisamment loin pour avoir une différence culturelle et voilà, différents paysages, etc. Mais à la fois rester dans le même socle culturel qui est l'Europe. Donc ce que je conseille en général, la première expérience à l'étranger, c'est de partir en Europe, partir n'importe où en Europe, mais un pays qui vous plaît. Et la Bulgarie, sur le marché de l'emploi, ce qui est bien, c'est que c'est un pays qui ne connaît pas la crise, comme je l'ai dit. C'est un pays en plein boom, qui est une énorme demande. Et vraiment, il y a pas assez de gens par rapport à la demande. Et donc, Alexis, qu'est-ce que tu conseillerais à des Français qui ne sont pas encore installés à l'étranger, qui aimeraient faire leur première expérience d'expatrié et qui, pourquoi pas, aimeraient venir en Bulgarie grâce à l'emploi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, en gros, pour faire simple, ce que je conseille aux gens qui veulent trouver un premier emploi, qui quittent la France ou la Belgique ou la Suisse, etc., c'est partir dans un pays qui n'est pas trop éloigné au niveau du marché de l'emploi. Donc moi, quand j'avais 22 ans, je suis parti d'un coup de France à Asie, donc c'est trop d'un coup, on va dire. Certaines personnes ne sont pas capables de faire ce changement-là, mais d'y aller plus graduellement. Donc d'aller dans un pays qui est assez différent culturellement, mais qui reste quand même proche, qui n'est pas trop exotique. Donc la meilleure proposition en général, ce que je propose, c'est d'aller en Europe. Et ensuite, en Europe, bah, quand on fait le tour des pays, on regarde les pays où il y a du chômage, les pays où il y a moins de chômage, etc. En fait, un pays qui a énormément d'emplois, qui a une très très forte demande et où il est très facile de trouver un travail, bah, c'est la Bulgarie. Parce qu'en fait, il y a tous les grands groupes technologiques qui vont en Bulgarie, comme je l'ai dit au début, donc Google, etc. Ce qui fait qu'en fait, vous allez arriver ici, vous allez avoir tous les grands groupes technologiques qui vous attendent avec les bras grands ouverts qui disent voilà, t'es français, allemand, suisse, belge, etc. Bien, on a énormément de travail à te proposer. Ensuite, vous allez avoir ben, l'embarras du choix.
Vous allez pouvoir trouver plein de contrats différents, des salaires différents, etc. et trouver votre place. Et ce qui est bien aussi, ce que je conseille fortement, ça arrive parfois qu'il y a des gens par exemple, qui s'expatrient. Et en fait, quand ils étaient en France, ils ont décroché leur contrat. Il y a une boîte qui leur a demandé d'aller travailler chez eux. Ils y vont. Donc ils ont un peu la sensation de voilà, je suis stable, j'ai un emploi, j'arrive à l'étranger, j'ai un emploi. En fait, si jamais un jour ça leur arrive de quitter cet emploi pour X raisons, mais qu'ils sont dans un pays où le marché d'emploi est saturé, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus trouver un deuxième travail et ils sont coincés. Et après, ils doivent repartir. Ce qui n'est pas le cas de la Bulgarie. La Bulgarie, c'est un pays où vous pouvez arriver avec ou sans emploi. Vous allez trouver un emploi très facilement. En fait, si même au bout de 2 ans, vous dites bah, en fait, j'ai envie d'arrêter et de chercher un autre emploi, vous pouvez arrêter. Vous savez que si vous vous y mettez, une semaine après, vous pouvez retrouver un emploi en fait. Donc c'est très très flexible. Et ce qui est bien, c'est que pour un jeune qui veut avoir une première expatriation, une première expérience, la Bulgarie, c'est une très très bonne destination parce que vous allez avoir de l'emploi facile, un marché d'emploi fluide, c'est le plein emploi quasiment, et vous allez avoir tous les meilleurs emplois. Ce pas des emplois, on va dire, secondaires, c'est vraiment des emplois dans les plus grands groupes du monde technologiques et dans les plus grandes. Et c'est un hub technologique en fait, c'est vraiment un endroit où ça bouge beaucoup au niveau de la technologie et au niveau de tous les autres domaines qu'on a cités. Voilà, donc ça c'est pour n'importe qui aimerait s'installer ici. Allez voir The Conservative Enthusiast, la chaîne d'Alexis. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime à la vidéo, postez un commentaire si vous avez des questions. Et si vous voulez trouver un emploi en Bulgarie, que vous avez des questions, allez sur arthurivan.com et envoyez un message sur le formulaire. Ciao ciao. Ciao.